Donc, j'ai pas la capacité mentale de retenir 40 pages par cœur, donc je vais lire un peu ma conférence. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ça devrait durer à peu près 1 heure, et puis après ça, les questions, précisions, clarifications, débat ou tomates, tout ça, vous pourrez le faire par la suite. Donc, comme dit, j'ai fait ma maîtrise en littérature de langue française à l'UDM. Mon mémoire portait sur les romans québécois destinés aux adolescents, dans lesquels il y avait des personnages gays, lesbiens, bisexuels, donc encore le LGB. Je vais utiliser cet acronyme-là pour parler justement de mon sujet de recherche, mais quand je vais parler de la littérature à thématique homosexuelle en général, je vais probablement utiliser l'acronyme LGBTQ. Donc, présentement, je fais mon doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières en recherche et création. Donc, j'écris un roman et puis je fais la thèse aussi conjointement. Je travaille sur le thème global du coming out, encore là, dans les romans thématiques homosexuels destinés aux adolescents. Je tente de comprendre comment certains facteurs d'ordre sociaux et familiaux peuvent moduler l'acceptation des homosexualités et influer sur la manière dont les personnages font leur coming in et leur coming out. J'expliquerai aussi la différence entre les deux termes, là, éventuellement, ce sera d'ailleurs. Je veux voir en fait ce qui marque le personnage, ce qui retient, ce qui le façonne, ce qui retient surtout des discours sociaux qu'il entend, de la manière dont il a été élevé. J'étudie la prise de parole des personnages, la prise de parole interne et externe, et leur positionnement aussi dans la sphère sociale. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera comme une sorte de synthèse de mes recherches et se divisera en 3 parties. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Donc, pour commencer, je voudrais faire une ligne du temps de la littérature LGBTQ, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse se situer historiquement, savoir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé. Ensuite, j'expliquerai certaines spécificités de ma thèse, dont le concept du coming in, et puis l'étude des milieux sociaux et familiaux, donc l'aspect sociologique. En dernier lieu, je vous propose d'approfondir la question de la voix narrative et de faire quelques petites analyses de texte où on pourra voir comment tout ça, ça se présente dans les romans en lien avec la notion de pouvoir. Donc, tout d'abord, une mise en contexte temporel s'impose. Je travaille sur la littérature LGB, mais qu'est-ce que c'est exactement? De où est-ce que c'est parti? Comment est-ce que ça a évolué? Ça aussi, c'est très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre exactement pourquoi je travaille sur le thème du coming out. Donc, le plus grand bassin de romans LGBTQ provient des États-Unis. On pourrait dire qu'ils sont les leaders en la matière, autant au niveau romanesque que théorique. Donc, au Québec, évidemment. Étudier l'évolution de la littérature LGBTQ des États-Unis nous donne une bonne idée de la littérature globale de tout pays aux normes sociales similaires, avec à peu près une dizaine d'années d'avance. Donc, c'est quand même assez important. Je vais me servir de cet ouvrage, l'ouvrage de Michael Cart et Kristen Hodgkins, donc Le cœur a ses raisons, littérature pour jeunes adultes avec un contenu gay, lesbien et queer, publié en 2006, pour tracer la ligne du temps. Il dresse une bibliographie commentée des 187 titres qui sont parus entre 1969 et 2004 et tente de comprendre comment les enjeux sociaux et littéraires de ce corpus-là se sont déplacés durant les 35 années et quelles ont été les constantes à travers le temps. Donc, je suis content que ça marche. Je ne sais pas si je vais faire ça 45 fois, mais quand même. Donc, le roman de John Donovan, I'll Get There, est paru en 1969 et il sert de point de départ. Donc, avant ça, il n'y a aucun roman jeunesse, de thématique jeunesse qui a été publié. C'est la première œuvre qui a été répertoriée. Donc, Davy, le personnage principal, il y a 13 ans, c'est un adolescent solitaire qui part vivre avec sa mère qu'il ne connaît pas vraiment. Le seul repère qu'il a, c'est son chien Fred qui le suit et que sa mère déteste. Il se lie d'amitié avec Douglas et à un certain moment du récit, la seule chose qu'on peut comprendre de leur relation, en fait, c'est qu'il dit « I guess I kiss Arthur and he kisses me too ». Le récit culminera avec la mort du chien. Donc, Davy croit que Fred est mort à cause de ce que Douglas et lui ont fait et il se persuade que c'était qu'une passade, donc leur amitié se termine là. Cette œuvre a mis en place plusieurs paramètres récurrents qui allaient perdurer durant quelques décennies. Donc, les protagonistes, le personnage est blanc, mâle, de classe assez aisée. La nature de ce qui se produit entre les protagonistes reste toujours obscure. Une relation de cause à effet est sous-entendue entre l'homosexualité et être l'enfant de parents divorcés. L'homosexualité est présentée à la fois comme un rite de passage sans conséquence à long terme et un choix conscient. Donc, durant les années 70,
Seulement 10 romans abordant de près ou de loin l'homosexualité ont été publiés. Une connexion était couramment faite entre l'homosexualité et la mort. Dans le fond, il fallait la comprendre comme une espèce de punition, finalement. La meilleure pour couper court à l'homosexualité, c'était de tuer le personnage. Les accidents sont vite devenus le moyen par excellence pour couper court. Dans 3 romans, un personnage décède. Dans d'autres, le personnage est défiguré. Dans un autre, il y a un viol impuni. En fait, dans ce roman-là, la fille, elle se fait violer parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu avoir une relation sexuelle avec sa copine. Et puis le juge dit, ben, t'avais juste à pas avoir de relation, donc t'as perturbé l'homme, donc il t'a violé. Et voilà, c'est la raison. Donc, c'était vraiment ça la logique qui avait cours dans ces romans-là à cette époque. Donc, l'homosexualité et le coming out avaient quand même des conséquences non négligeables. Next. Entre 1980 et 1990, le nombre d'ouvrages publiés quadruple. Même si les récits mettent en scène un coming out qu'on appelle de visibilité sont majoritaires, beaucoup de personnages secondaires homosexuels adultes sont aussi mis en scène. Professeurs et oncles sont les plus récurrents, donc encore presque exclusivement des hommes. La présence d'adultes gays est un bon indicateur que les récits ne présentent plus systématiquement l'homosexualité comme étant une phase. Des lieux communs perdurent. La majorité des protagonistes, quand ils ne meurent pas du sida, parce qu'évidemment, les accidents, on a eu une maladie, ça y est. Donc, plus vraiment besoin de les tuer dans un accident de voiture, il y a le sida. Donc, ils se retrouvent seuls. S'ils ne meurent pas du sida, ils sont solitaires. Le thème, en tant que cheminement personnel et identitaire, est encore très, très peu exploité. Mais quelques récits présentent dorénavant l'homosexualité comme synonyme de relations possibles et heureuses, mais seulement à l'âge adulte. Donc, 90-2000, dans la décennie suivante, la présence de plus en plus marquée de personnages secondaires homosexuels est flagrante. Sur un total de 70 œuvres à thématique LGBTQ, seulement 20 ont placé le protagoniste à l'avant-plan. Donc, c'est-à-dire que 50 autres romans, c'est un ami, un frère, un oncle, etc. Le seuil de la narration est occupé par les personnages hétérosexuels, ce qui est quand même, faut quand même le prendre en considération. Cela a pour effet d'effacer l'expérience intime de l'homosexualité qui était transmise par le récit avant ça, et qui va l'être après, en fait. Il faut cependant dire que malgré que les personnages LGBTQ occupent une place secondaire, les trames narratives des récits sont beaucoup plus originales. Donc, terminer le temps où est-ce qu'on pouvait prédire la mort du personnage, la page, deuxième page avant la fin, ou la rupture des personnages. En ce sens, le récit offre dorénavant des images positives et donne à voir surtout des communautés. Ça, c'est un gros changement entre 90 et 2000. On voit les personnages qui évoluent dans une communauté LGBTQ. Avant ça, ils étaient totalement isolés. Donc, la recension de Carter Jenkins se termine en 2004. Donc, malgré l'évolution évidente à l'intérieur du corpus, les chercheurs sont quand même assez inquiets rendus au début des années 2000. Ils se posent quand même encore beaucoup de questions. Par exemple, près de nous, dans la revue Lu Relu, Tony Esposito a mené une brève étude de la littérature gay de ses débuts en 89 jusqu'en 96. Donc, vous voyez, nous, on considère que ça a commencé en 89. Aux États-Unis, c'est 69. Donc, on est quand même un peu à la ramasse, comme ils disent en France. Malgré le discours social qui se dit plus ouvert aux homosexualités, la littérature jeunesse québécoise a encore un gros problème quant à la représentation de l'homosexualité. De par son caractère formateur, la littérature devrait présenter, avec réalisme et jugement, des images qui aident les jeunes dans leur développement personnel et social. Sans cela, la majorité hétérosexuelle continuera de véhiculer des stéréotypes, n'aidant pas à la création d'un tissu social plus sain et respectueux des individus qui le composent. Ça, c'était sa conclusion à l'analyse qu'il avait faite de la littérature québécoise, destinée à la jeunesse surtout. Donc, par exemple aussi, il y a Benjamin Lefebvre dans un article intitulé « From Bad Boy to Dead Boy, Homophobia, Adolescent Problem Fiction », affirme qu'il n'existe à ce moment-là aucun roman canadien où un adolescent raconte sa propre histoire. Donc, il y a 12 ans, dans la littérature jeunesse à thématique homosexuelle, il n'y avait aucun personnage qui disait « je ». C'était tout le temps un narrateur externe. Fait que c'est quand même assez... ça a des implications sur la manière dont on aborde le sujet et de la manière dont on l'étudie aussi. Donc, l'expérience encore là personnelle de l'homosexualité est encore presque inexistante. Les chercheurs voulaient que ce problème-là soit réglé autour de 2000-2004. Cette demande allait trouver une certaine résolution dans la dernière décennie et c'est ces années-là qui m'intéressent particulièrement. Entre 2000 et 2016, mon corpus de thèse est autour de ces années-là. Donc, depuis 2004, on a pu constater un accroissement substantiel de la publication d'ouvrages à thématique LGBTQ. Aux États-Unis, environ 35 romans à thématique homosexuelle ont été publiés en 2005, contre seulement, si on se rappelle, seulement 10 dans les années 70 en entier.
Depuis 10 ans, la moyenne est d'environ 25 récits par année, tout dépendant de la récession, en fait. Ça marche beaucoup avec l'économie américaine. Étonnamment, par contre, la bisexualité, la transsexualité et la transidentité ne sont pas des termes récurrents, donc seulement 1, 2 ou 3 romans par année, 3 si on est vraiment chanceux, romans par année discutent de ces enjeux-là. Donc, si la tendance se maintient entre 2010 et 2020, on aura vu apparaître à peu près 300 romans à thématique LGBTQ aux États-Unis, avec un personnage LGBTQ. Donc, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns que c'est des personnages secondaires, mais vraiment, c'est très minime comparativement à la proportion où c'est des personnages principaux. Donc, mais où est-ce qu'on en est? En fait, là, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est où est-ce qu'on en est en termes de contenu. Parce que là, on a les statistiques et tout ça. Mais le changement majeur que j'ai pu observer entre la littérature des années 2000 et celle des dernières années, là, 2010 et plus, est en lien direct avec le réalisme des récits et leur volonté d'ouverture. Et il faut l'avouer aussi, d'éducation. Il n'est pas rare de voir plusieurs personnages homosexuels d'importance côte à côte dans les romans. L'inclusion d'éléments extérieurs en apparence banals, comme la participation à une activité extrascolaire, un emploi mi-temps, des sorties entre amis, d'autres problèmes, d'autres soucis qui sont liés à leur âge et que c'est pas seulement leur homosexualité qui est à l'avant-plan, qui prend toute la place. Tout ça, ça concourt à ce que le personnage fictif soit pas réduit seulement à ses désirs amoureux, en fait. Donc, on l'inclut dans son monde social. Le personnage raconte aussi presque toujours son histoire. Donc, encore là, peut-être à 90%, la proportion de personnages qui vont dire je vais faire ceci, je vais faire cela, est vraiment beaucoup plus grande. C'est très important. Donc, cet accroissement des publications et cette modification du contenu, c'est ce qui m'a poussé à vouloir étudier comment le monde social était représenté et comment les personnages prenaient position dans ce monde-là pour faire leur coming in et leur coming out. Mais cette question-là, en fait, est rendue possible par le caractère particulier du corpus que j'étudie. On parle ici de littérature pour la jeunesse à thématique homosexuelle, donc c'est comme très, très précis. Par exemple, selon les statistiques, en 2011, il s'est publié 5500 romans pour jeunes adultes aux États-Unis. Dans ça, il y avait 11 romans LGBTQ, donc c'est 0,2% de la publication générale. C'est sûr que là, c'était une année où il n'y en avait pas beaucoup. C'est la seule que j'ai trouvé des chiffres sûrs. Donc, c'est quand même 0,2%, donc entre 0,5% et 0,1%. C'est vraiment pas beaucoup. C'est très, très précis, mais encore là, on va voir que cette littérature-là a un impact immense, peu importe le pourcentage de publications qui se fait par année. Donc, globalement, là, on est à la littérature homosexuelle. Si on remonte un petit peu pour côté la littérature jeunesse, c'est réputé pour être un vecteur de message, de morale. Elle adopte souvent la forme de ce qu'on appelle... je vais avancer. Donc, elle adopte souvent la forme de ce qu'on appelle le roman problème, où le protagoniste doit sortir d'une situation problématique et en retire des leçons de vie. L'aspect didactique, c'est quand même majeur dans ces romans-là. Et puis, on ajoute à ça la question de l'homosexualité. Donc, le sujet ici trouve ses assises dans une problématique hors texte bien réelle, une problématique documentée, où est-ce qu'il y a des systèmes d'intervention qui sont en place. La charte d'homophobie, c'est seulement un exemple très, très simple. Donc, tout ça, ces systèmes d'intervention-là, ça va inspirer les auteurs. Et puis, ces romans entrent donc aussi dans la catégorie des romans miroirs et des romans socio-réalistes. Ils présentent une structure narrative censée représenter le monde réel et par conséquent ses mécanismes sociaux. Par exemple, Louis-Georges Jettin, dans la littérature homosexuelle en question, affirme que cette littérature-là ne peut quasiment être envisagée d'un point de vue strictement littéraire. L'analyse esthétique est nécessairement située sur le terrain éthique et politique. Il n'y a pas de position neutre. Tout discours sur la littérature homosexuelle est toujours déjà polémique, du moins dans la configuration actuelle du champ littéraire et social. Donc, que les auteurs l'aient voulu ou non, tout récit traitant d'homosexualité est une sorte de revendication. Le sujet est encore de ceux qui dérangent et dont la représentation positive peut poser problème. Au-delà du sujet, en fait, ce qui dérange, c'est le personnage. C'est le personnage, celui qui est LGBTQ, il y a une voix, c'est lui qui parle, c'est lui qui s'adresse aux gens. Je m'interroge justement au sujet de cette voix qui est donnée à lire, comme Renaud Lagabrielle, un chercheur français, qui va juger ma thèse, donc envoyez pas des bêtises, s'il vous plaît. Donc, ce que lui dit, en fait, c'est que se demander qui parle, qui est autorisé à parler, de quoi et à qui, conduit irrémédiablement à s'interroger sur ce que cela implique en termes d'analyse culturelle et en termes politiques. Donc, on sait que le roman destiné à la jeunesse, il porte beaucoup attention à son lectorat et il s'attache à essayer de faire entendre sa voix, donc la voix du lectorat adolescent pour les adolescents, par le biais d'un narrateur enfant ou adolescent. On s'attache au personnage, on adopte son point de vue pendant un temps. Et ici, par exemple, une adolescente parle d'amour,
de sa relation avec sa copine et de ce qu'elle fait avec elle. On comprend un peu pourquoi ça peut choquer les gens parce que les lecteurs vont s'identifier à ça. Donc, des fois, les gens vous essayez de les encourager, etc. Donc, pour des adolescents, LGBTQ ou non, le droit de parole s'associe à divers enjeux identitaires et un cheminement psychologique que les romans s'efforcent maintenant de représenter. Par exemple, les adolescents commencent à comprendre comment fonctionne leur monde social à cet âge-là. Et comme le dit Roberta Selinger-Trites, une spécialiste de la littérature pour adolescents, they learn to negotiate the levels of power within which they must function, including family, school, the church, government, social constructions of sexuality, gender, race, class, and cultural mores surrounding death. Ça, c'est un signe de prendre l'eau. Ça va régler le problème pour la prochaine fois. Donc, nous y vont tous au travers d'un système de pouvoir. Dans le fond, il faut apprendre à naviguer entre eux, déterminer où se situent les limites qui nous imposent. Tout dépendant dans quelle structure on est, on a des limites à respecter. Dans les romans thématiques homosexuels, cette spécificité est d'autant plus révélatrice que les récits mettent en scène des personnages qui cherchent leur voix, V-O-I-E en fait, et la voix V-O-I-X pour parler, pour l'exprimer leur voix. Donc, ma thèse se concentre donc sur le personnage dont l'autorité discursive est mise de l'avant dans les récits. Il est celui qui, par ses remarques et ses actions, va critiquer la société dans laquelle il vit, de manière directe ou non. Ses codes, ses limites, c'est celui qui est influencé par sa société. En fait. C'est pourquoi l'adoption d'une approche à la fois sociologique et littéraire est presque inévitable et essentielle quand on étudie ce type de corpus. Je suis évidemment pas le seul à avoir remarqué ce flottement obligé entre les approches. Par exemple, dans l'introduction à Over the Rainbow, Queer Children and Young Adult Literature, paru en 2011, Kenneth Kidd s'interroge comment cette littérature fonctionne-t-elle socialement et pédagogiquement? Quelle correspondance peut-on observer entre l'histoire et le champ littéraire? Est-ce que la littérature queer pour les jeunes produit autant qu'elle documente une évolution? Toutes ces questions-là, en fait, je les avais quand j'ai fait mon mémoire et puis je cherchais des réponses pour enrichir mon mémoire et j'ai rien trouvé. Donc, étonnamment, très peu de théoriciens se sont penchés sur ces problématiques-là. Par exemple, le thème du coming out au sens large que moi j'étudie n'a jamais été étudié. Donc, États-Unis, France, du tout. J'ai eu beau chercher, j'ai parlé à tellement de chercheurs et puis ça n'a jamais été fait. C'est comme très étonnant, en fait. Donc, encore moins en corrélation avec les facteurs d'ordre sociaux qu'on peut trouver dans les romans. Avant de poursuivre un petit peu, par exemple, je vais faire quelques précisions au sujet de ce que j'entends par facteurs d'ordre sociaux, parce que c'est très large. Donc, il pourrait être remplacé, par exemple, par le mot habitus. Il s'agit d'un terme développé par Pierre Bourdieu. Il fait référence aux codes et aux mœurs d'une société donnée. On pourrait aussi parler de doxa, où je vous ai mis la définition. Ces termes, bien que légèrement différents les uns des autres, sont tout de même à comprendre comme étant ce qui forge les opinions, les manières de percevoir et de comprendre les situations et les rapports de pouvoir entre les institutions. Aussi, les jugements qui peuvent être portés sur ceux qui se conforment à ces rapports de pouvoir-là ou non. Donc, ils englobent des concepts tels celui d'homophobie, mais aussi celui d'hétérosexisme. Donc, l'hétérosexisme entraîne une dévalorisation de l'identité gay, qui, selon Jannick Bastien-Charlebois, relève d'une infériorisation systémique qui procède subtilement. Je change la citation ici. Ouais. Donc, qui procède subtilement. En offrant l'hétérosexualité comme point de repère exclusif et constant dans le discours, dans les lois, dans l'éducation à la sexualité, puis dans les pratiques et les échanges quotidiens, on occulte l'existence des sexualités minoritaires. Donc, c'est forcément dans cette vision de l'hétérosexualité comme étant commune et de l'homosexualité comme étant divergente que s'inscrivent les récits qui nous intéressent. Et dans ce cadre-là qu'elle va s'élever la voix des personnages LGBT. Donc, les autres facteurs sociaux d'importance que j'étudie dans les récits sont les suivants. Le fossé des générations, surtout en ce qui a trait au personnage à qui le protagoniste fait son coming out. Sa grand-mère ou son frère, c'est pas pareil. Par exemple, aussi les intérêts particuliers. Donc, par exemple, le personnage est-il sportif, artiste, intellectuel? Ses traits de caractère, c'est des milieux. Le personnage va évoluer dans des milieux différents et puis ça engage des codes de conduite implicites différents. La religion aussi est un facteur important. De même que sont les lieux géographiques. Un coming out au Texas ou dans une ville rurale de France n'aura pas les mêmes impacts qu'un coming out à Montréal ou à New York. On s'entend tous là-dessus.
Donc, il faut étudier les univers familiaux au sens large. Quelle est la dynamique familiale, quelles sont les valeurs transmises, la relation avec les pairs, s'il y a une relation de jalousie entre la fratrie, ça aussi, ça a un impact très important sur la manière ou l'ordre dans lequel le personnage va faire son ou ses coming out. Donc, on rentre un petit peu plus dans l'idée, dans le sujet du coming in et du coming out, si je veux changer un petit peu. Ouais. Donc, le processus du coming out, donc se dire, c'est un acte performatif aux implications politiques et morales importantes qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une ontologie du discours, ça veut dire qu'il forme l'individu. L'adolescent LGB s'autoconfère une position de sujet par le biais de l'énonciation. En parlant, le personnage se crée, il valide son existence et son désir amoureux, mais aussi présente une image de l'homosexualité d'une manière de la vivre. Le récit donne à voir des espèces de petits microcosmes, des petites sociétés qui vont influencer sa prise de parole. Donc, dans un sens, l'œuvre se fait un peu l'instigatrice d'un dialogue, d'un lieu d'échange entre la société et entre la fiction et la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les éléments normatifs ayant le plus d'impact sur la psyché des personnages, comment cette influence des discours extérieurs, ça se manifeste, comment le protagoniste s'affranchit de ces éléments-là, comment est-ce qu'il décide que, bon, c'est pas moi, ça ne me définit pas, je peux faire autre chose, je peux être quelqu'un d'autre. Une grande part des réponses à ces questions passe par le coming out. C'est ce qui fait intervenir la question de la voix et qui met en pouvoir aussi, en lumière tous les mécanismes entre pouvoir et répression que je vais étudier à la fin. Donc, à mon sens, le processus désigné globalement comme coming out se construit en deux temps. Donc, tout d'abord, se produit ce que moi j'appelle le coming in, c'est-à-dire la réalisation par le personnage de son homosexualité ou de sa bisexualité. Dans un deuxième temps seulement se produit donc le coming out, la révélation de son orientation sexuelle et la sortie du placard à proprement parler. Cette page, il faut que je tourne. Donc, en fait, on accorde une grande importance à la sortie du placard, mais peu d'importance est accordée à l'entrée. Pourtant, c'est quand même une évidence. Pour sortir du placard, il faut y être entré d'une certaine manière. Donc, la prise de conscience est donc cruciale et inévitable. Une grande part des romans est consacrée à cette réalisation d'un désir particulier. Au début du récit, le protagoniste n'est donc pas dans le placard. Il rentre seulement quand il commence à avoir une certaine reconnaissance, même diffuse, de ses sentiments pour quelqu'un de même sexe. Donc, pour moi, c'est ça le coming in. Chaque roman du corpus propose un coming in plus ou moins distinct. Il est possible de dégager certaines constantes qui expliciteront le parcours de la reconnaissance. Il faut comprendre que c'est un processus qui se fait souvent à rebours, un peu comme un détective qui va aller rechercher des indices dans le passé. Le lecteur a accès à ces indices, donc il sait qu'est-ce qui va s'en venir dans la psyché du personnage, mais le personnage, lui, doit retourner en arrière. Donc, les indices sont disséminés dans le texte. Et puis, par exemple, on peut parler de rêves, de dessins qu'il a fait, ou des impressions qu'il a eues, des comportements aussi, comme cette envie de se rapprocher d'un garçon ou d'une fille à l'école primaire. Ça peut revenir très, très, très loin. Ce qui déclenche souvent le coming in, c'est le soudain désir pour une personne de même sexe, évidemment. Une nouveauté pour le personnage. Donc, les réactions initiales face à cette réalisation font intervenir autant les univers familiaux que sociaux présentés dans les romans. Ils bouleversent un peu des acquis et en disent long sur l'influence d'un homme. Donc, étudier le coming in permet aussi de voir quel jugement le personnage porte sur lui-même et la limite qu'il impose à son identité. Ouais. Ces pensées sont assez révélatrices de l'influence du discours hétéronormatif ou homophobe dans lequel il baigne à des degrés divers. On ne peut pas dire que l'acceptation est aussi difficile pour tous. Je pourrais pas faire une analyse en disant, bon, il va se passer tel truc, il va se passer tel truc. C'est quand même très, très, très variable. Donc, par exemple, leur discours, ça va être, je sais pas, je peux pas être lesbienne, gay, homosexuelle, bref, parce que j'aime le sport, parce que je veux des enfants, parce que je suis pas masculine, parce que pourtant je suis déjà sortie avec une fille, donc je peux pas sortir avec un garçon. Vous voyez, c'est toutes ces espèces de codes, des trucs qui ont été internalisés, dont le personnage doit se séparer. Le raisonnement sous-entend souvent une idée de faute, de non-conformité, dont le personnage doit se défaire avant ou pendant le processus du coming out. Le coming in n'est donc pas seulement la réalisation de son homosexualité, mais aussi l'acceptation. Donc, contrairement au coming in, où les personnages discutent de leur orientation sexuelle qu'avec eux-mêmes, le coming out force une interaction avec autrui, une prise de parole. Donc, le personnage sera mis face au dur choix de décider qui doit savoir ou pas. En fait, auparavant, il y avait une relation avec ses pairs qui était basée sur son secret. Puis là, quand il va
quand il va en discuter, il va falloir qu'il réorganise sa manière de se percevoir dans son propre monde social lorsqu'il fera son coming out. C'est ce qui pousse Didier Ribon, un théoricien de la littérature homosexuelle en France, à affirmer qu'un gay apprend 2 fois à parler. C'est quand même très, très juste. Donc, le personnage agit avec en tête une réaction présupposée quand il fait son coming out, basée sur ce qu'il sait de la personne à qui il parle. Les réactions reçues sont très variables, parfois surprenantes. Parfois aussi, ça démontre que l'âge ou la religion ou le lieu géographique, c'est pas nécessairement garant. On peut pas nécessairement prédire ce qui va se passer selon ces aspects-là. Donc, je crois quand même très important d'étudier comment le protagoniste choisit de faire entendre sa voix et comment elle est comprise et reçue. Si l'adolescent fictif, en fait, au long du coming-in, a eu à se détacher des préjugés et à se positionner à l'extérieur de l'hétéronormativité, il faut quand même se demander comment les personnages qui ne sont pas homosexuels et qui reçoivent cette affirmation-là vont faire pareil. En fait, c'est la création d'un nouvel état de fait, d'une nouvelle vision du monde, c'est ça qui m'intéresse particulièrement, en fait, dans le monde fictif. Donc, en fait, jusqu'à présent, on a parlé de... j'ai parlé de l'évolution de la littérature à thématique homosexuelle destinée aux adolescents, de 1969 jusqu'à aujourd'hui. On a vu que maintenant, l'important pour les chercheurs, c'était de créer des représentations diversifiées et réalistes, de placer l'adolescent fictif dans une situation, un milieu aussi près du réel que possible. J'ai aussi établi un peu les bases des termes coming in et coming out. Maintenant, je vais passer à la 3e partie de la conférence, celle où je pourrais approfondir l'étude justement des coming in et coming out et vous donner des exemples un peu tirés des récits. Dans cette partie-là, je vais parler plus spécifiquement de la voix du personnage, de transgression et de pouvoir. Donc, la structure narrative des romans LGB destinés aux adolescents est assez simple. Si on en suit juste les grandes lignes, c'est pour ça que les gens pensent que c'est très très simpliste comme littérature. Mais ça l'est pas. 500 pages plus loin, je vous le dis, ça l'est pas. Donc, le personnage commence à avoir des sentiments pour une personne du même sexe. Il y a des doutes sur son orientation sexuelle, il accepte son identité, il fait son coming out, suit son petit bonhomme de chemin, comme dirait ma grand-mère. Mais les implications, tout ça, c'est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus fondateur et ça peut changer beaucoup de choses. En fait. Donc, il y a un aspect fortement transgressif au coming out, puis il y a aussi un aspect de normalisation. Donc, on s'éloigne de la norme en même temps qu'on s'en rapproche. Et puis, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, tout d'abord, parlons de la transgression. Une grande majorité des sociologues et plusieurs théoriciens utilisent encore le mot aveu pour décrire le coming out. Donc, même chose pour les romans. Le terme est culturellement apparenté à la honte, à l'erreur, au crime. Qu'on qualifie encore le coming out d'aveu montre bien à quel point celui qui affirme sa sexualité hors norme s'exclut volontairement en plus de la majorité. Donc, dire je suis gay, c'est une prise de position. De la même manière que dire je suis hétérosexuel, en fait. Cependant, la portée de ces affirmations est différente. Puisque l'hétérosexualité est un état par défaut, il faut comprendre que la sortie du placard est un acte social qui s'apparente à ce que Judith Butler appelle l'injonction du discours. C'est un passage obligé pour exister dans la sphère publique. Donc, pour faire son coming out, le personnage doit obligatoirement entrer en contact avec autrui, devient alors visible et contribue à construire une image de la sexualité, de l'homosexualité ou de la bisexualité. Donc, ce coming out engendre donc une remise en question des habitus culturels dominants de la société dans laquelle le personnage évolue. Donc, déroger aux habitus, c'est leur enlever un peu leur statut immuable. Judith Butler affirme que, et watch out pour la citation, donc, en parlant, une personne homosexuelle ne s'assimile pas simplement à une norme existante, puisque cette norme se fonde sur son exclusion et que son discours remet par conséquent en question les fondements mêmes de l'universel. Dire et manifester l'altérité au sein de la norme, l'altérité sans laquelle la norme ne se connaîtrait pas elle-même. Manifeste l'échec de la norme à rendre effective la portée universelle qu'elle représente, ce qu'on pourrait appeler l'ambivalence prometteuse de la norme. Donc, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? En gros, dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est que... Je pense que j'ai réduit ça. Dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est que si on applique tout ça au coming out, quand le personnage LGB prend parole, il fait « Allô, norme hétérosexuelle, t'englobes pas tout le monde, moi aussi, j'existe. » Mais la question, c'est où est-ce qu'il existe, en fait? C'est surtout ça, parce que les gens disent « Bon, il y a la norme, mais après, où est-il? » Donc, il ne peut vraiment s'assimiler à la norme parce que, dans le fond, il n'en fait pas partie à cause de ses désirs. Donc, le protagoniste va ébranler les fondations mêmes de la norme. Elle n'est plus aussi puissante qu'on suppose. Le personnage renvoie au visage la norme sa faiblesse. Elle lui rappelle sans cesse. Elle n'est pas absolue ni universelle. Elle va toujours être incomplète. Et aussi, dans un sens, sans exclu, la norme, c'est du vent, ça n'existe pas. Donc, d'un autre côté, donc c'est vraiment ça le gros pouvoir de transgression du coming out. Quand le personnage prend parole, il prend position, il va ébranler la norme. Il va lui mettre un petit coup de marteau sur la tête en disant « Mais regardez,
si j'existe et je suis là. D'un autre côté de la transgression, il y a la normalisation. Donc, la voix du personnage dissidente ne permet pas seulement à cet individu particulier d'exister dans son univers fictif. Son pouvoir va vraiment au-delà de ça et va au-delà d'une expérience personnelle aussi. Donc, la portée que la parole homosexuelle singulière de transgresser les injonctions de la doxa et des institutions est ce qui crée un nouveau lieu d'existence. Et je vais citer ici Didier Ribon. Donc, il est donc loisir de penser que c'est la prison intérieure de l'âme telle qu'elle est produite par les technologies disciplinaires, les mécanismes sociaux que je parlais tout à l'heure, qui peut être décrite comme le lieu où se manifestent des forces qui cherchent à s'échapper et dont les mouvements de fuite créent de l'histoire et font surgir des temporalités multiples. Une politique, il faudrait écrire au pluriel des politiques, naît de ces franchissements, de ces écarts. Donc, les habitus et les codes de conduite implicites sont ici vus comme des prisons desquelles la parole essaie de s'échapper. Cette parole, le coming out, donc, crée de nouveaux modes de pensée libres de code et donc conduit forcément à normaliser les personnes et leur identité parce qu'on a plusieurs politiques, plusieurs paroles, plusieurs voix qui vont sortir justement de ce code, de ce carcan. Donc, il y a deux angles majeurs à cette normalisation. Normalisation par la répétition de l'acte et normalisation liée à la diversité du contenu. Je sais pas pourquoi. Je suis allé boire dans la cabine. Donc, sortir du placard, donc je l'ai dit, c'est une contrainte spécifique à tout individu qui n'est pas exclusivement hétérosexuel. Donc, c'est pas étonnant en fait que chaque récit de la littérature LGB destinée aux adolescents y fasse référence. Donc, pour construire mon corpus de doctorat, j'ai eu à lire 245 récits qui ont été publiés entre 2000 et 2016, et puis j'ai trouvé aucune exception en fait. Dans tous les récits, il y avait au moins un épisode de coming out où on mentionnait le coming out. Donc, je dénote 3 catégories principales de coming out. Donc, la plus courante, la déclaration est faite par le protagoniste lui-même, à un moment que lui a décidé à une personne spécifique, choisie. Le personnage a anticipé les réactions possibles, il s'est préparé, des fois il y a eu un petit texte, il y a eu une lettre ou quelque chose comme ça. En fait, il y a eu une préparation. Donc, il a eu le temps d'évaluer son environnement. Le second type de coming out est forcé, souvent violence, victime de résultat d'un ultimatum ou d'une rumeur. Il semble enlever aussi au personnage tout pouvoir face à la déclaration. Donc, par exemple, ça va pas. Okay. Donc, par exemple, dans Keeping You a Secret, un roman avec le personnage. Est-ce que je pourrais juste te demander, des fois, on n'entend pas à distance, je pense que tu es loin du micro, ça se peut-tu peut-être juste ça? Correct, ça? Est-ce que c'est mieux, ça? Okay. Oui, c'est comme si des fois, on perdait complètement ta voix, puis elle revient tout d'un coup. Ça marche. Ça va être mieux. Je muse. Donc, Keeping You a Secret. Donc, il y a 6 coming out dans ce roman-là. Et puis, il n'y a seulement qu'une seule fois où Holland, le personnage principal, va dire qu'elle est lesbienne. Donc, il y a beaucoup de coming out qui rentrent dans la seconde catégorie et un seul qui rentre dans la première catégorie. Donc, le troisième type de coming out présent dans le récit est indirect, c'est-à-dire que l'histoire commence lorsque la sortie du placard est déjà faite. Le protagoniste y fait référence pour expliciter certaines relations tendues qu'il a avec sa famille. Comme par exemple dans un roman québécois qui s'appelle Coming Out, Léa va aller vers son père pour parler de sa relation avec Anne plutôt que vers sa mère. Et puis elle l'explique parce que sa mère a eu beaucoup de difficultés à accepter son coming out tandis que son père s'admet. Donc c'est dans ce style-là que la troisième catégorie de coming out se fait. Je pense que t'entends. Ouais. Mais je pense pas que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié comme à la salle. Ouais, peut-être je peux essayer de... Juste parler plus fort peut-être un petit peu si t'es capable. Ouais, ben non. On verra, on va regarder si ça marche. À suivre. Donc, bien que les sorties du placard soient diverses, le geste du coming out s'en trouve malgré tout constamment répété. Donc, ça crée comme une espèce de modèle. Une certaine attente est créée chez le lecteur qui lit cette catégorie de récit. Il anticipe le moment charnière du coming out et le reconnaît comme étant part du cheminement de l'individu fictif, comme étant un point pivot. En ce sens, le coming out va de soi. Il devient un lieu commun. Et si un jour un récit ne présente pas de coming out, il y aura une impression de manque. Donc si mon 246e récit ne parlait pas de coming out, je me dirais, bon, il manque quelque chose. Quelque chose qui, dans le schéma narratif habituel, ça ne fonctionne pas. Donc la performance qu'est le coming out, donc la mise en parole, fait envers autrui, tire son succès de sa répétition. Dans le fond,
La répétition rituelle du discours hétérosexuel a permis de le faire apparaître comme étant la norme. Ici, la reprise du discours homosexuel, en fait, le coming out. Donc, la reprise incessante, bon, je vois bien mes affaires, incessante de ce moment qu'est le coming out donne une impression d'altérité à la norme habituelle. Donc, le lieu de la transgression, en fait, c'est plus l'homosexualité, ça serait l'hétérosexualité. D'un autre côté, la sortie du placard à l'intérieur de romans à visée réaliste ne peut avoir qu'un effet important sur le lecteur, homosexuel ou non. L'invisibilité relative de l'homosexualité a fait en sorte que lorsqu'une image est présentée, auparavant en fait, ouais. C'est bon. Donc, oui, c'est ça. Ouais. L'invisibilité relative de l'homosexualité a fait en sorte que lorsqu'une image était présentée, elle était souvent vue et assimilée comme étant totalisante. Et c'est ce contre quoi, on le remarque dans les récits, les personnages doivent se positionner pour découvrir qu'ils sont réellement au-delà des stéréotypes. Un exemple flagrant, par exemple, est celui de Jason dans A Secret Edge. C'est un athlète, un coureur. Puis quand il réalise son homosexualité, la première chose qu'il se demande, c'est est-ce qu'il faut qu'il change sa façon de courir? Parce que, absolument, tout ce que lui a vu, tout ce qu'il a entendu, ça ne fonctionne pas avec sa personne et puis son intérêt pour le sport. C'est vraiment juste un exemple très très simple, mais les discours sont constants comme ça. Donc c'est pour ça que je suis capable de retirer certains lieux communs pour pouvoir, faire ma thèse. Donc la déconstruction de ces clichés passe par la résistance. Résistance ici signifiée par la présence de différents individus homosexuels, lesbiens homosexuels, présentés comme des êtres multidimensionnels. Certains comme Jason, un autre Jason, dans Rainbow Boys, ou Cameron dans The Miseducation of Cameron Post sont des sportifs, d'autres, tels Thomas dans Recrue, un peu de promo, ou Jamie dans Fat Heart, sont des artistes, d'autres comme Gideon, je pense, non, Gideon dans Been Here All Along, ou il y en a d'autres, c'est des petits génies, d'autres Astrid dans As the Passenger, même pas. Donc ça aussi, elle a des difficultés scolaires. Donc la multiplicité des portraits présentés et j'insiste vraiment ici sur le mot portrait parce que ça sous-entend un point de vue particulier, une vision fragmentée d'une entièreté qu'on ne connaîtra jamais. Donc on ne peut pas prétendre que le personnage est toujours complet, puis que son homosexualité est la seule chose qu'on peut déduire de son identité. Donc les nombreux portraits présentés rendent difficile la généralisation. Chaque nouveau récit vient en quelque sorte infirmer les conclusions qu'on aurait pu tirer de la personnalité ou de l'individu homosexuel. Ainsi, impossible de réduire le protagoniste à sa sexualité, montré ici comme une facette de son identité, mais aucunement comme une totalité. Lorsque l'adolescent ou l'adolescente dit, par exemple, je suis gay, bisexuelle, lesbienne, on entend aussi, bon, je joue du violon, ma soeur me tape sur les nerfs, je vais être avocate, j'aime pas l'école, etc., etc. Donc, la voix du personnage unique dans le récit rejoint une voix commune, celle de toute une communauté. Les voix sont perçues comme des échos. Donc, on en revient en fait toujours à la question de la voix et de son pouvoir. Dans le fond, quand tu as la parole, tu as le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir en ce moment, puis bientôt, sur cette page, vous allez pouvoir avoir le pouvoir. Puis c'est l'université, une autre institution qui m'a donné ce pouvoir. Donc, mais si vous n'aviez pas la possibilité de parler, moi, je garderais le pouvoir. C'est pourquoi les personnages LGB, en fait, qui transmettent leurs histoires sont si importants et c'est pourquoi leurs voix doivent être étudiées, mais aussi pourquoi il y a autant de censure aux États-Unis et en France de ces romans-là, parce que les gens ont reconnu le pouvoir de cette voix-là. C'est cet élément, bon, maintenant que je vais approfondir un petit peu, l'imbrication des termes censure, voix et pouvoir. Donc, surtout, en fait, le terme de l'autocensure. Donc, l'autocensure, c'est une problématique. Je tourne jamais la bonne page. Donc, l'autocensure est une problématique qu'on retrouve de manière systématique dans les romans à thématique homosexuelle. En fait. Je définis ici autocensure comme une limitation dans ses actions ou ses paroles exercées par une personne envers elle-même pour contrer une censure présupposée ou hypothétique. Donc, il faut comprendre l'autocensure comme une répression du pouvoir de la parole qui mène à une reconnaissance de cette répression-là et ensuite à une prise de parole et donc une prise de pouvoir. Pour exemplifier cette autocensure, je vais me servir de 2 romans. Dans ces romans en particulier, en réponse aux indicatifs sociaux reçus et poussé par un désir de conformité, le personnage adolescent va censurer ses émotions et engagera certains mécanismes de défense. Donc, le premier roman est narré par Steven. Il a 17 ans, il est enfant unique, il vit dans un milieu urbain. On n'a pas tellement d'indications, mais bon, c'est une grande ville. Il y a une amie, Rachel, laquelle il est très complice. Lorsqu'un nouvel enseignant arrive, Steven réalise
Il panique en réalisant que tout ce qu'il remarque, c'est les caractéristiques physiques du personnage masculin. Et puis ça met en lumière son manque d'intérêt pour la gente féminine. S'ensuit une série d'événements rocambolesques au cours desquels Steven essaie de stimuler et de simuler aussi son hétérosexualité. Raconté avec un ton humoristique, ce roman-là présente l'histoire de Steven se débattant en fait contre ses désirs jusqu'à ce qu'il admette un peu sa défaite. Une défaite qui se transforme en victoire. Donc l'autre roman, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, a pour narrateur Harry. Le récit s'échelonne sur presque 2 ans et se déroule dans la petite ville d'El Paso, au sud des États-Unis, près du désert. Donc on voit vraiment les 2 endroits différents. Harry est introverti et Dante devient son seul ami. Dante ne file pas ses émotions, lui très très lumineux, alors qu'Harry n'a jamais appris à les exprimer. Son père est un ancien militaire, il est quand même très très aimant mais renfermé, et sa mère refuse de discuter de son frère aîné qui est en prison. L'amitié entre Dante et Harry est pleine d'une intimité que Dante reconnaît. Il avoue ses sentiments à Harry qui répond absolument rien. Une année passe, Dante est loin à Chicago. Lorsqu'il revient, la relation a vraiment changé. Les non-dits sont encore plus bruyants. Donc, lorsque Dante se fait attaquer par un groupe homophobe, Harry voit rouge. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va admettre qu'il est amoureux de son meilleur ami. Donc, ces 2 récits-là me semblent exemplaires en ce qui montrent 2 facettes totalement différentes de l'autocensure. Au-delà de la question de l'homosexualité, ici on a 2 récits de découverte de soi qui sont offerts, avec pour prémisse en fait la question du secret. Par exemple, avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. En plus du mot secret qui est dans le titre, on a la vastitude de l'univers, puis on a Aristote et Dante. Donc c'est sûr que ça appelle l'introspection, ça appelle la philosophie, ça appelle tout ça. Le second titre du roman, Absolutely Positively Not, il y a 3 petits points. Ici, on ouvre le livre à l'intérieur, c'est écrit gay. Donc, c'est vraiment juste caché. Donc, quand on ouvre le livre, on voit que c'est plus censuré. Et puis, la deuxième... c'est ça. Donc, les premières lignes du récit, par exemple, c'est écrit Everybody has at least one ugly secret, and mine is ugly as they come, a square dance with my mother. And the ugliest part of this secret is I actually like it. The sorry truth is that square dancing makes me happy, at least as long as nobody else finds out about it. Donc, on voit que l'analogie entre l'homosexualité et la danse carrée est très, 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 très limpide. Donc, son autocensure, et surtout pour lui, pas tant pour le lecteur, parce que pour nous, c'est très, très clair. Donc, par exemple, au contraire, avec Harry, on passe presque tout le récit, tellement son autocensure, elle passe par un silence radio. On passe presque tout le récit à se demander s'il n'est pas hétérosexuel pour vrai, en fait. Et puis, il y a quelqu'un qui a mal placé le roman à la bibliothèque. Ça. Donc, chez Steven, par exemple, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas montré. Bref. Chez Steven, la censure passe par la déconstruction de son identité, c'est-à-dire par l'élaboration d'une persona qui correspondrait à l'image que lui se fait d'un bon hétérosexuel. L'arrivée de M. Bowman comme professeur remplaçant déstabilise Steven. Steven remarqua ses yeux, il va remarquer ses yeux, son corps, le sourire de l'enseignant, puis il affirmera à voix haute « I didn't notice ». À 2 reprises, Steven aura un discours similaire. Donc, la description physique appréciative du corps masculin passera par un monologue interne pour lui seul, et puis la négation de ses pensées par un « je n'ai pas remarqué » dit à autrui, la plupart du temps à son hiérarchie. Donc, après avoir tenté de se procurer un magazine style Playboy et n'avoir pu obtenir qu'un magazine de maternité, et pour contrer ce que lui appelle ses tendances, Steven ira chercher de l'aide dans les livres théoriques. À la bibliothèque, il entend 2 étudiants qui rient d'une œuvre sur l'homosexualité, et l'un dit je vais le marier avec un 2x4 dans son... etc. Pas petit point. Donc, on imagine un peu la suite. La violence du propos effraie Steven, évidemment. Puis il dit, soudainement, il n'y avait plus d'air. My chest hardened as if squeezed by an invisible fist. Donc, la peur ressentie par Steven face au discours homophobe renforce sa résolution d'être un bon hétérosexuel. Il se rappelle aussi ce que la télévision a dit à propos des personnes gays. Il ne veut vraiment pas être assimilé à ce discours-là, donc il décide de s'en exclure. Puis, dans un sens, en faisant ça, il perpétue un peu ce même discours-là. Il donne une certaine légitimité. Donc, la voix de Steven n'a pas encore trouvé son souffle à ce point-là du récit. Steven est convaincu qu'un livre qu'il trouve à la bibliothèque qui s'appelle « Sex, Your Son and His Future » va régler son problème de désir mal placé, ce que lui appelle son désir mal placé. Donc, selon ce fameux manuel, il faudrait s'inquiéter, par exemple, si l'adolescent a, entre autres, les comportements suivants. Donc, préfère la compagnie des filles aux garçons et participe à des activités typiquement réservées aux femmes. Donc, Steven est un petit peu dans le...
parce que sa meilleure amie c'est une fille, puis il fait de la danse carrée avec sa mère et des personnes âgées. Il panique un petit peu. Donc, la première chose à faire, selon le livre, c'est encourager votre jeune garçon à passer du temps avec des gens masculins qui ont un comportement que vous voudriez qu'il imite. En fait. Donc, je fais ici intervenir le concept de masculinité hégémonique développé par Connell. En fait, selon elle, il y a plusieurs types de masculinité construites par idéologie populaire subordonnée à un idéal. Donc, elle affirme ceci: Hegemonic masculinity is certainly normative. It embodies the currently most honored way of being a man. It requires all other men to position themselves in relations to it. Cette idée d'une masculinité hégémonique préférable, ultime, créer une hiérarchie des masculinités et peut faire se sentir inapte tout homme qui ne s'y conforme pas. Steven a l'impression d'être de ceux-là, étant donné que ses intérêts ne sont pas nécessairement alignés sur cette idée de masculinité idéale. S'il était plus homme, par exemple, c'est ce qu'il se dit, il serait définitivement hétérosexuel. C'est ainsi qu'il se retrouve à la table des sportifs de son école et puis qu'il abandonne son amie Rachel. Il essaie d'imiter les comportements plus virils, de changer sa manière de parler, de changer sa manière de bouger, dans le but de se construire une espèce de capital de masculinité. Puis ça ne marche pas, évidemment. Donc, à un certain moment, il commence à sortir avec des gens et puis il se rend compte que quand il essaie d'être intime avec certaines personnes ou d'autres personnes sont très entreprenantes face à lui, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis c'est à ce moment-là qu'on dirait qu'il atteint son point pivot et puis qu'il décide qu'il ne peut pas continuer à agir comme ça. Et il va chercher une communauté. Il va chercher des groupes de soutien. Et puis c'est là, en fait, c'est dans ces groupes-là où est-ce qu'il n'y a pas de pression de se conformer à une certaine idée de la masculinité ou de la féminité, en fait, qu'il va avoir sa libération. Et puis vers la fin, ce qu'il va dire, c'est... je sais pas si je vais ici. Ouais. Donc, en fait, à la fin, il dit, dans les dernières lignes du récit, « I was feeling good and I wasn't feeling bad for feeling good. » Ça, c'est pour ce récit-ci, pour son autocensure et la fin de son autocensure. L'autre récit, maintenant, c'est, honnêtement, de tous les récits que j'ai lus, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Donc, si je viens émotif en parlant, c'est pas ma faute. C'est sa faute. Donc, comme Steven avec M. Bowman, en fait, Harry a une personne dans sa vie qui sert de catalyseur à sa prise de conscience. Dante. La dynamique implicite de leur relation est assez simple. Dante converse et Harry écoute. Dante est lumineux, Harry est sombre, il aime la pluie, l'autre aime le soleil. C'est très clair. Donc, lorsque Dante fera sa coming out à Harry en lui disant qu'il l'aime, ce dernier lui demandera de se taire. Et quand Dante dira « But it's true », l'autre dira « I didn't say it wasn't true, I just said you shouldn't say it ». Harry se voit confronté dans son incapacité à prendre la parole par Dante qui, lui, n'a pas peur des mots et de ses émotions. Le texte montre donc constamment une tension entre le dit et le non-dit. Il y a beaucoup de dédoublements dans la narration, comme par exemple des moments où Harry va dire « We're not the same, no, we are not the same », qui s'opposent à des phrases telles qu'On the inside, I was more like Dante, and that really scared me. Donc, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup d'endroits où, par exemple, ils ont un accident de voiture, ils ont tous les deux le bras cassé, pas le même bras, mais on voit, c'est très visuel dans le récit, on voit des paragraphes où c'est très très pareil avec les phrases qui commencent exactement les mêmes, mais qui semblent dire totalement le contraire de ce que le personnage voudrait dire. Donc, en fait, le dilemme d'Harry est motivé par plusieurs éléments. Tout d'abord, la période adolescente. Il se désole. Il dit « J'aimerais que Dante et moi, on vive dans l'univers des garçons encore, plutôt que dans l'univers des presque-hommes. » Il dit aussi « Le Harry que j'étais n'existe plus, mais le Harry que je vais devenir, il n'existe pas encore. » Donc, il est vraiment dans une espèce de flottement. En fait, l'adolescence a souvent été considérée comme le flottement entre l'enfance et l'adulte, donc c'est pour ça qu'on n'accordait pas nécessairement beaucoup d'importance à cette littérature-là pendant un long moment. Et puis, c'est ça. Donc, second élément qui rajoute à son autocensure, l'ethnie. Harry et Dante sont de parents mexicains. Et cette culture-là engage son propre système de valeurs implicites ou de préjugés aussi. Donc, par exemple, joindre un gang, avoir un gros pick-up, être indépendant, etc. Donc, Dante, qui a la peau plus pâle qu'Harry, qui accepte son homosexualité, dit lui-même, en fait, qu'il ne se sent pas assez mexicain. Et puis, Harry, bon, lui retorque aimer les garçons, c'est pas une invention américaine non plus. Donc, il y a pas vraiment... Il lui dit, en fait, qu'il ne peut pas vraiment s'exclure de son ethnie, de sa race, parce qu'il est homosexuel. Harry il reconnaît quand même le machisme évident de la culture mexicaine et il voudrait bien s'y rattacher. C'est en grande partie pour ça que son autocensure est aussi puissante. En fait, comme le dit le père d'Harry, on se bat tous à notre propre manière avec nos
propre bataille privée. Donc sa bataille à Harry, en fait, c'est de cesser de refouler ses sentiments et de ne plus avoir peur. Mais il doit aussi faire en sorte que ses parents... excusez-moi. Il doit aussi faire en sorte que ses parents parlent, discutent des choses douloureuses pour que lui, en retour, arrive à parler. Et finalement, après une discussion du style sur son frère qui est en prison, ce sont ses parents qui le confortent, qui le confrontent quant à ses sentiments envers Dante. Son père lui dit je ne suis pas capable de voir toute cette solitude qui vit à l'intérieur de toi. Et puis Harry lui rétorque en fait je peux pas, je suis un gars, c'est pas la manière dont les choses sont supposées se passer. Le mot suppose ici renvoie ici à un ordre à suivre auquel Harry dérogerait à la fois au niveau de sa race, de son genre, de sa sexualité. Et aussi le mot en fait I can't, qui a dit ça? Qui a dit que tu ne pouvais pas? En fait, c'est quel système de pouvoir t'a empêché de faire ça? Puis quand on y réfléchit, c'est comme tout un amalgame de systèmes de pouvoir, tout un amalgame de messages sociaux. Donc, par contre, malgré son tumulte, la mise en mots de la réalité permettra à Harry de faire la paix avec lui-même. Sa prise de parole, mais aussi celle de ses parents, s'avéreront salvatrices. Donc, les dernières phrases du roman sont les suivantes. As Dante and I lay in the bed of my pickup and gazed out at the summer stars, I was free. Imagine that. Aristotle Mendoza, a free man. Donc pour lui, vous voyez juste à la fin, a free man. Donc il a passé cette espèce d'entre-deux qui lui faisait tellement peur. Ce que lui appelle un écotone, en fait. Un écotone en géologie, c'est un endroit où les plaques tectoniques de la Terre sont comme en train de se toucher, mais pas tout à fait. Donc lui, il appelait ça son écotone pendant tout le récit. Donc les plaques tectoniques se sont percutées et puis son identité est complète. Donc, on a vu ici avec Stephen tout d'abord, et puis avec Harry après. En fait, avec Stephen, c'était une autocensure affirmée, une autocensure où le protagoniste agit concrètement, et ensuite avec Harry, une autocensure silencieuse, qui se matérialise par une absence d'action. Donc, toutes les deux traduisent une haine de soi face à son orientation sexuelle. Voilà. On a vu que le coming out en fiction, mais aussi à l'extérieur de la fiction, s'inscrit dans un type de carcan et de système de pouvoir et de domination. Je conclurai donc avec une longue réflexion de Roberta Slinger-Trites, qui a écrit un livre qui s'appelle Power and Repression in Adolescent Literature. C'est excellent comme livre. Franchement, ça a été une révélation. Je remercie ma directrice de thèse pour ça. Donc, je conclurai donc avec cette réflexion-là. Adolescent characters exist in a perpetual relationship of force, created by the institutions that constitute the social fabric constructing them. Because they are defined within perpetual force of power, power enacts them into being. Power is a force that operates within the subject and upon the subject. In adolescent literature, teenagers are repressed as well as liberated by their own power and by the power of the social forces that surround them in these books. Donc le protagoniste SGB est réprimé par les habitus dominants, par les mécanismes sociaux, mais c'est de cette domination aussi que s'extirpe la libération. Un peu comme le coming in, quand tu rentres pas dans un placard, tu peux pas en sortir. Si tu n'es pas réprimé, tu peux pas nécessairement prendre de pouvoir non plus. S'il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'ordre. Donc, la prise de parole interne et externe des individus est ce qui permet cet échange, ce qui construit le sujet, l'adolescent lui-même. Donc, sans parole, vous et moi, on n'existe pas. Et cette existence passe par le coming in et le coming out dans les romans thématiques homosexuels destinés aux adolescents. Donc, la voix des personnages homosexuels met donc de l'avant une construction langagière, sociale et mentale de la sexualité qui avait peu d'écho avant elle dans la littérature de fiction et plus encore dans celle destinée aux adolescents. Le personnage tire profit du potentiel subversif de sa propre sexualité pour en retour la normaliser et influer sur les prochaines générations. Générations d'auteurs, de chercheurs, d'interprétants, de théoriciens, d'enseignants, de lecteurs. Donc James Baldwin, un écrivain de couleur américain, a affirmé ceci: The world changes according to the way people see it, and if you alter even by a millimeter the way people look at reality, then you can change it. Cette citation-là résume vraiment tout le potentiel de cette littérature.